joli, si beau. Oh bordel, Yegor, retiens-la! Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est la seule humaine de l'universaliste, donc évidemment sensible au chant des sirènes. Attends un peu, je coupe les récepteurs audio. Si beau, si joli. Doc, elle se calme pas! Ok, j'arrive. Aïe, ça va pas, non? Désolé, les chants de sirènes ont un effet très puissant sur ceux qui les entendent. Quoi? Des sirènes? Exact, parce qu'on continue à étudier les univers. Et maintenant, c'est leur tour. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. Et oui, aujourd'hui, on s'occupe des sirènes. Il faut savoir que ce mythe, tout comme celui des fantômes, il date pas d'hier. On pourrait même le faire remonter à la Grèce antique. Le mot sirène nous vient du latin sirena, qui vient lui-même du grec ancien Cyrénée. Et ça veut dire quoi à la base? Sirènes. Les sirènes sont à l'origine des divinités de la mer, dotées d'un talent musical sans pareil, à tel point qu'avec leur chant et leur lyre, les donzelles faisaient se fracasser les bateaux des marins contre les récifs, où elles prenaient alors un malin plaisir à les dévorer. Je ne résiste d'ailleurs pas à vous citer ce passage de l'Odyssée d'Homère les décrivant. Vous rencontrerez les sirènes, qui séduisent tous les hommes lorsqu'ils s'approchent d'elles. Mais celui qui, poussé par son imprudence, écoutera les sirènes, ne verra plus dans sa maison son épouse, ses enfants assis à ses côtés. Ils ne jouiront pas de son retour. Les sirènes, couchées dans une prairie, le séduiront par leurs voix harmonieuses. Autour d'elles sont des amas d'ossements et les chairs desséchées des hommes qu'elles ont fait périr. Voilà, traduction, les sirènes sont des mangeuses d'hommes, au sens littéral. Sachant déjà qu'elles sont nées de l'union de la muse Calliope et du fleuve Achélos. Attends, quoi? Une femme a eu des enfants avec un fleuve? Mythologie grecque. Ah, ok. Mais si on creuse un peu plus, leur père peut également être le dieu Phorcys. Et leur mère, ça varie entre la nymphe Stérope ou les muses Melpomène ou Terpsichore. À l'origine, elles étaient dotées d'une apparence totalement humaine, qui fut modifiée, et plusieurs versions expliquent pourquoi. La première vient du mythe de Perséphone, et si vous voulez en savoir plus sur ce mythe, je vous renvoie à ma chronique de Chains of Olympus, parce que j'ai la flemme de me répéter, et parce que ça me fera un peu plus de vues. Perséphone donc était sous la garde des sirènes, mais elles auraient laissé Hadès capturer la jolie déesse, ce qui leur valut d'être maudites pour ce crime. Bon, ceci dit, ça c'est la version des Romains. Autrement, leur apparence serait due à Aphrodite, la déesse grecque de l'amour et de la sexualité, qui les affubla de cette malédiction parce qu'elles avaient refusé de donner leur virginité. Et là encore, ça varie, puisqu'une autre version serait qu'Aphrodite les a punis, tout simplement parce qu'elle ne voulait pas tomber amoureuse. C'est étonnant qu'elle ait jamais fait chier Artémis, celle-là. Quoi qu'il en soit, cette malédiction leur fit conserver un visage de magnifiques jeunes femmes, mais changea leur corps en celui d'un oiseau. De quoi? Attends, les sirènes sont pas censées avoir un corps de poisson? J'y viens. Et là encore, les versions varient, bordel. Soit leur corps entier fut transformé par la malédiction, soit seulement le bas, et ce sont elles qui réclamèrent les ailes afin de partir à la recherche de Perséphone. Quoi, vous trouvez ça hardcore? Attendez, c'est pas fini. Parce que oui, comme si ça ne suffisait pas, les sirènes, très orgueilleuses vis-à-vis de leur capacité vocale, ont été défier les muses à un concours de chant. Et elles ont perdu. Et en échange, les muses ont exigé une couronne faite avec les plumes des sirènes, condamnant ces dernières à ne plus pouvoir voler et à vivre recluses sur les côtes. Une belle vie de merde donc! Et comme si ça ne suffisait pas, selon les oracles, elles devraient se précipiter dans la mer si jamais elles venaient à laisser filer un navire. Et c'est arrivé? Oui, 2 fois. La première, c'était avec les Argonautes. Elles ont tenté de séduire l'équipage, mais manque de bol, à bord, il y avait Orphée, un héros dont le chant était suffisamment beau pour contrer celui des sirènes.
Et pourquoi elles se sont pas suicidées alors? Parce qu'il y a quand même eu un membre des Argonautes qui a tenté de les rejoindre. Mais Aphrodite elle-même est intervenue pour lui sauver les miches. Deus ex machina, donc on va dire que ça compte pas vraiment. Et la deuxième tentative ratée, la plus connue, c'est celle d'Ulysse. Les marins ont fait couler de la cire dans leurs oreilles pour ne rien entendre, tandis que leur capitaine s'est fait attacher au mât du navire, ce qui a permis de traverser la zone sans qu'aucun marin ne vienne à la rencontre des bouloteuses. Et c'est effectivement là que les sirènes se seraient suicidées. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de dire les sirènes. Mais il y en a combien au juste? Ouh là là, tu t'engages sur un terrain glissant, mon vieux. Parce que leur nombre change constamment. Habituellement, on considère qu'elles sont 3, voire 4. Ça peut même monter jusqu'à 8. Mais un nombre exact, il n'y en a jamais vraiment eu. Cependant, plusieurs noms reviennent assez souvent. Des noms qui sont... Aglaopé, Aglaophème, Aglaophonos, Leucosie, Lygie, Molpé, Parthénope, Pisinoé, Rainé, Télès, Telxiepi, Telxinoé et Telxiope. Du coup, au vu de leur apparence, est-ce qu'on pourrait assimiler les sirènes aux bas égyptiens? C'est vrai que c'est un peu la même allure. Mais vu que les pouvoirs et le statut ne sont absolument pas les mêmes, je pense que ce n'est qu'une coïncidence. Puis les siècles se sont écoulés durant de nombreuses années, et ce jusqu'à arriver à l'époque médiévale. Et notamment en Norvège, où le mythe de la sirène réapparaît dans le fameux Konungsugezia. Ce fameux bouquin, œuvre fondatrice de la littérature norvégienne, fait référence à une nouvelle forme de sirène, la Margigar, décrite comme ayant un torse de femme et une queue de poisson. Avec, je cite Wikipédia, un visage terrible, un front pointu, des yeux larges, une grande bouche et des joues ridées. Pas vraiment l'idée qu'on se fait d'une sirène de nos jours, avouons-le. Cependant, cette œuvre date plus ou moins de 1250, alors que quelques temps plus tôt, au 7e siècle de notre ère, le moine britannique Aldem de Sherborne nous en livrait déjà une représentation de vierge dont les jambes étaient remplacées par des queues de poisson écailleuses. Deux versions qui finiront par ne faire plus qu'une aux alentours du 15e siècle. Attends, je comprends pas. Pourquoi être passé de femme oiseau à femme poisson? Probablement parce que, étant des créatures mythologiques affiliées à la mer, et ayant pour habitude de charmer les marins, il était plus logique de les assimiler à des créatures à moitié poisson plutôt qu'à moitié piaf. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, il existe le dieu marin Triton, fils de Poséidon et Amphitrite, qui possède exactement les mêmes particularités, un torse humain et une queue de poisson. Ce qui a peut-être influencé les pensées médiévales. Ce qui serait pas très étonnant vu que souvent on considère que les tritons sont les versions mâles des sirènes. D'ailleurs, au XVe siècle, plusieurs témoignages de navigateurs certifiaient avoir aperçu des sirènes. Même si les théories les plus logiques laissent plutôt supposer que les Gugus auraient vu des lamantins ou des dugongs de loin et les auraient assimilés à la légende. Et pourquoi ce serait impossible qu'ils aient croisé de vraies sirènes? Tu as déjà oublié la légende? Les sirènes attirent les marins grâce à leur chant pour les dévorer. Si Christophe Colomb avait vraiment vu une sirène comme il le prétendait, il serait jamais rentré chez lui pour le raconter. D'ailleurs, on conserve le lien avec la déesse Aphrodite, puisque ces créatures seront souvent affublées de miroirs et de peignes afin de prendre soin de leur apparence. Une beauté qui, combinée à leur chant, fera d'elles des séductrices sans faille. Pour en finir avec l'aspect historique, sachez qu'il existe deux légendes affiliées aux sirènes. La première est celle de la sirène d'Edam, en Hollande, et où, en 1304, aurait été retrouvée dans l'eau, nue et incapable de communiquer, une jeune femme dont les origines ne seront jamais percées. Puis vient ensuite la légende de Seftinge, une cité autrefois riche et prospère, dont les habitants, cupides et arrogants, capturèrent une sirène. Celle-ci les supplia de la relâcher et de changer leur manière d'être. Mais devant le refus des humains, la sirène maudit la contrée afin de rendre les terres invivables. Mais c'est avec le fameux conte de la petite sirène de Hans Christian Andersen que la fameuse créature verra enfin sa cote de popularité gonfler dans la culture populaire. L'histoire d'une petite sirène, jamais nommée au passage, qui vivait sous la mer. Mais lorsqu'une sirène atteint l'âge de 15 ans, elle est alors autorisée à contempler la surface. L'héroïne assistera à un naufrage et sauvera la vie d'un jeune prince. En interrogeant sa grand-mère à ce sujet, elle apprendra que les humains, s'ils vivent beaucoup moins longtemps que les sirènes, eux, ils possèdent une âme. Désireuse d'en obtenir également une, la petite sirène apprend que le seul moyen pour cela est d'être aimée, et donc d'épouser un homme. Pour réaliser ce rêve, la sirène offrit donc sa voix à une sorcière qui lui coupa la langue. Ouais, c'est pas les frères Grimm, mais Andersen, c'est pas tout public non plus. Mais, si jamais le prince venait à en épouser une autre qu'elle, la petite sirène serait condamnée à se changer en écume. Et manque de bol, le prince tombe effectivement amoureux d'une autre. Sauf que devant le mariage de son crush, les sœurs de l'héroïne lui proposent un nouveau marché. Tuer le prince pendant son sommeil, ramenant ainsi l'héroïne à son état originel de sirène. Mais ne pouvant accomplir le geste fatidique, la petite sirène préféra se jeter dans la mer. Sauf qu'au lieu de se changer en écume, sa bonne action lui valut de rejoindre les filles de l'air. Ouais,
Disney a vachement embelli l'histoire. Et ce conte est celui qui bénéficiera du plus gros nombre d'adaptations, notamment au cinéma, le premier étant le film d'animation russe Rusalochka de 1968, et viendra ensuite évidemment la version Disney de 1989. Sauf que, on va pas se mentir, les sirènes ont énormément fait rêver les gens, certes, mais je vous mets quand même au défi de me sortir des œuvres dignes de ce nom, sans qu'elles soient adaptées du conte d'Andersen. Non, parce que dans la majeure partie des cas, si on retrouve des sirènes dans un grand nombre d'œuvres de fantasy, ben elles restent tout de même très secondaires, quand ce ne sont pas carrément de vulgaires repompes du conte d'origine. Et pour ce qui est des adaptations, je veux pas dire, mais si on peut avoir des versions honnêtes et plutôt bien pensées, on a aussi des versions extrêmement mauvaises et incohérentes, voire même n'apportant pas la moindre originalité et étant un mélange d'ennui profond et de perte de temps. Et étonnamment, les sirènes ne se marient pas du tout avec le domaine vidéoludique. Les rares jeux vidéo incluant ces créatures étant soit des adaptations du dessin animé de Disney, ou des jeux pour petites filles, voire ne les gardant que comme des personnages très secondaires. Et même là, c'est rare. Vous trouvez pas ça con ? Je sais pas, un jeu vidéo fondé sur le mythe des sirènes, où on incarnerait une de ces créatures dans un open world entièrement aquatique. Vous trouvez pas que ça pourrait être super cool ? Bien ! Attaquons-nous maintenant au débunkage. Alors mes chers Diego Renail, à vous l'honneur. L'honneur ? De quoi faire ? Oh, c'est un rituel. En gros, on doit citer tous les clichés qu'on peut trouver sur le genre, histoire de les dégommer à coups de clé à molette. Ah, j'aime cette façon de faire. Je commence. Eh bien, ce sont de magnifiques jeunes femmes à queue de poisson. Elles ont des voix hypnotiques pour charmer les hommes, et elles sont toujours à la recherche de l'amour. Et ce sont toujours des femmes. Quasi exclusivement blanches et hétéros en plus. Toujours vêtues avec des soutiens-gorge en coquillage. Elles n'ont aucun pouvoir magique, mais n'ont pas de faiblesse particulière non plus. D'ailleurs, maintenant que tu parles de magie, c'est souvent la seule origine de leur espèce. Parfait. Grâce à ça, on va pouvoir commencer à dégommer ce qui fait mal. Et en commençant par le plus évident, c'est-à-dire... Eh oui, c'est vrai que de nos jours, la première image que l'on a en tête quand on entend le mot sirène, c'est bien entendu celle d'une magnifique jeune femme dotée d'une queue de poisson. Ce qui est largement vrai, et pourtant, on a beaucoup d'autres possibilités. Des versions avec plus ou moins de nageoires, ou même mélangées avec d'autres formes de créatures marines, comme des requins ou des pieuvres. On a même tout un panel de versions différentes avec les créatures de la BD Sirène et Viking, pareil avec les queues des sirènes de The Lure, qui sont plus proches des anguilles que des poissons. On a même le cas de Monstress, où les sirènes possèdent non pas une, mais deux queues de poisson. En plus d'une apparence... beaucoup moins glamour que ce dont on a l'habitude. De fait, ça rejoint le cliché selon lequel on a uniquement des femmes blanches et hétéros dans le rôle des sirènes. Stéréotype qui effectivement a un peu de mal à mettre les voiles. Même si d'autres réussissent à renouveler ce principe. La sirène de Mermaid Down est pas du tout blanche, ou alors c'est mes yeux qui me jouent des tours. Et pareil avec les différentes créatures de la série Siren, puisqu'on a droit à des sirènes blanches, noires ou amérindiennes, et on a même des mecs. Dans Supernatural, la sirène peut modifier son apparence à volonté, et n'a donc pas de sexe à proprement parler. Et dans The Lost Girl, la principale sirène connue, c'est ce mec. Par ailleurs, je tiens à mettre en lumière un autre point. Qu'est-ce qu'une sirène ? Bah, un hybride entre un humain et une créature marine. Exact. Du coup, est-ce que ça veut forcément dire que les deux parties du corps seront aussi différentes ? On peut parler des sirènes du sang pirate ou de The Wake, qui ont un organisme entièrement basé sur l'idée d'un hybride entre humain et poisson, avec des caractéristiques physiques véritablement pensées comme telles, tout comme les Undine de Primal ou les Mayroom de The Longest Journey. Mais on peut aller encore plus loin. La créature du lac noir, Abraham Sapien de Hellboy, l'atout de la forme de l'eau, les créatures de Coldskin, techniquement, c'est aussi des hybrides humains-poiscailles, donc on devrait pouvoir les considérer comme des sirènes. Ça casse un peu le mythe là d'un coup. Ça signifierait que les profonds de Lovecraft sont aussi des sirènes ? Bah... ouais. Là ça casse vraiment le mythe. Mais de la même manière, la queue de sirène greffée au torse d'humain, ça ne se limite pas aux seules sirènes. En effet, je peux vous citer le Zithyron, qui est un hybride entre un poisson et un chevalier. Non, je déconne pas. Et pour le coup des jambes. Quoi, les jambes ? La plupart des œuvres sur les sirènes les montrent régulièrement se rendre sur la terre ferme, avec leur queue de poisson remplacée par des jambes. C'est toujours dû à un sortilège ? Alors parfois oui, comme avec toutes les adaptations de la petite sirène d'Andersen, tandis que d'autres fois, c'est une capacité tout à fait naturelle de la sirène, qui voit sa queue se transformer en jambe lorsqu'elle est sèche. Parfois on a même des besoins supplémentaires, comme le fait que l'eau doit être salée ou non chlorée pour provoquer la transformation. D'ailleurs dans Mermaid Down, la sirène subit cette transformation, plutôt lente et engendrant une catatonie de plusieurs semaines, qui fait apparaître des jambes en remplacement d'une queue perdue.
Et dans Siren, ce n'est pas juste les jambes, mais toute la morphologie de la créature qui se voit transformer, tout son corps s'adaptant à la vie aquatique. Pour certaines versions, la transformation n'est pas possible pour les individus de sang pur. Par exemple, dans la saga du royaume de l'Enassi, c'est le fait d'être une sirmain, donc une hybride humaine-sirène, qui permet à l'héroïne de passer de l'état marin à l'état terrestre. Et tu parles pas des cas où on a la version inverse? C'est-à-dire Quand une sirène n'a tout simplement jamais de queue et a l'air humaine en permanence. Là je serais un peu plus dubitatif. Puisque dans cette situation, on aurait alors plus affaire à une sorte de naïade qu'à une véritable sirène. Une sirène a nécessairement un aspect d'hybridation avec le monde marin. Sinon, faut considérer que la Dame du Lac aussi est une sirène. Mais c'est pas possible que la Dame du Lac, elle sache pas nager! Pour ce qui est des vêtements, soyons francs, le public auquel s'adresse l'œuvre représentant la sirène y est pour beaucoup. Alors effectivement, on a des œuvres où la sirène va s'arnacher de coquillages pour dissimuler tout ce qui peut l'être, ou tout simplement se revêtir de vêtements plus ou moins lambda. Ou alors on a le soutien-gorge magique, qui fait que les tétons sont automatiquement recouverts sitôt que la transformation est effectuée. Et autant dans Siren je peux accepter sans problème parce que c'est une métamorphose totale, autant dans Charmed, quand t'as les écailles qui recouvrent juste la poitrine pour ne pas choquer, ou alors dans Marina, dont les cheveux tombent toujours pile de la bonne manière, ça se voit un peu que les gars avaient pas d'autre excuse que le TGCM pour cacher les nichons, même si ce point sera bien parodié dans le tome 5 de Troll de 3. Et pour le reste des situations, les sirènes se baladent sans aucun vêtement. Parce qu'après tout, en dehors d'un désir de coquetterie, il n'y a pas vraiment de raison pour elles d'avoir quelque chose sur le dos. D'ailleurs, maintenant qu'on parle de nudité, l'emplacement de la queue de poisson varie selon la décence à laquelle vous vous adressez. Par exemple, certaines représentations de sirènes sur toile nous laissaient entendre que malgré cette extrémité poissonneuse, les donzelles arboraient tout de même un ravissant postérieur. Chez Disney, par contre, on évite de montrer ça. Bon, par contre, on reste le plus en dessous possible du nombril, parce que merde, une sirène doit quand même respecter un certain quota de sensualité. Et après, on a ceux qui vont beaucoup trop loin, comme avec Monster Musume, au point que les créatures à demi humaines comme les sirènes et les lamis ont besoin de culottes. Ok, je peux comprendre que les sirènes soient un fantasme, mais là quand même. Oh, il était temps. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit crochet sur l'intelligence des sirènes, qui varie en fonction de leur apparence. Des sirènes à l'allure quasi humaine auront une intelligence humaine, là où les êtres les plus monstrueux ne bénéficieront souvent que d'une intelligence primitive. Oh, t'es un peu injuste là. Abe Sapiens, il est super intelligent. Oui, sauf qu'à la base, selon le comics, il est pas né comme ça. C'était un humain avant. Et pour le cas des créatures de Siren, elles sont affirmées comme étant plus intelligentes que les humains, mais ont des réactions instinctives de prédateurs quand elles sont dans l'eau. C'est pour ça que tu t'es jeté sur moi? Dans l'eau? Parce que ça te faisait mal? Non. Dans l'eau, on se bat. Je tue. Ou tu me tues. Donc on peut en conclure que plus une sirène est moche, plus elle est conne. Et pour ce qui est du charme de leur chant, ça varie aussi avec l'apparence? C'est vrai que la voix, que ce soit sa beauté ou son absence, a souvent un aspect très important dans les histoires de sirènes. L'héroïne de Shape of Water est aussi muette que la créature, d'où leur facilité à communiquer par signes, et comme dans le conte d'Andersen, perdre sa voix est souvent la conséquence d'obtenir le droit de passage sur Terre. Les deux sirènes de The Lure sont des chanteuses d'exception, enfin sur le papier, parce qu'en pratique, je suis désolé mais j'ai déjà entendu beaucoup mieux. Mais elles peuvent produire des sons marins inaudibles pour les humains, leur offrant la capacité à dialoguer sans parler. Et le fait de se faire couper la queue fait disparaître leur voix. Attends, c'est quoi le rapport entre la queue de sirène et la voix? J'en sais rien, la logique de ce film s'est faite bouffer par ses héroïnes. Les créatures de Cold Skin peuvent produire une sorte de chant qui attire leurs congénères, comme une sorte d'appel à l'aide, tandis que dans le roman du sang pirate, les sirènes sont capables de chanter plusieurs types d'ondes sonores, et il leur suffit de trouver la bonne correspondant à chaque être humain. Dans le meilleur des cas, ça peut entraîner un état hypnotique. Et dans le pire, Pour ce qui est de Mermaid Down, l'héroïne est de base incapable de parler, mais produit une espèce de cri perçant lorsqu'elle souffre ou est effrayée. Et on peut finir ce point avec les héroïnes de Siren qui, si elles n'ont pas de chant, peuvent susurrer des mélodies obsédantes et naturellement charmeuses et hypnotiques. Dans le roman Une sirène à Paris de Malzieu, le chant des sirènes provoque instantanément un coup de foudre chez tous les hommes l'entendant, malheureusement si violent que les hommes en décèdent par crise cardiaque. Le détective L de Lost Girl possède le pouvoir de contrôler mentalement toute personne l'entendant siffler ou fredonner une mélodie, ou on a encore le cas de Uria, une sirène qui en plus d'être maladroite est pas foutue de chanter correctement. Et je parle même pas de celle qu'on peut croiser dans HeroCorp.
Donc ouais, la voix a son importance pour les sirènes, mais en vrai, pas uniquement dans une optique de séduction. Et du coup, ce sont effectivement des créatures constamment transies d'amour ou pas? C'est tout de même assez étonnant, puisque à la base, le conte d'Andersen ne contient même pas d'amour. La petite sirène, elle est pas tombée amoureuse, elle veut juste une âme. Et le seul moyen d'en obtenir une, c'est de se marier. C'est juste qu'elle a jeté son dévolu sur le prince. Oh, est-ce que c'est moi ou est-ce que ce conte est en train de dire que les femmes pas mariées sont des créatures sans âme? Malgré tout, les 3/4 du temps, quand une histoire fait appel aux sirènes, vous pouvez être certain qu'il y aura une histoire d'amour véritable dans le lot. Et non, je ne parle pas d'une simple romance, je parle bel et bien de L'amour pur et sincère. Désolé de te l'annoncer de cette façon, mais ce que les gens appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça s'estompe lentement, te laissant coincé dans un mariage qui va dans le mur. Ça m'est arrivé, ça arrivera à tes parents. Échappe à ta condition, brise le cycle, fais plutôt des sciences. Putain, tu sais choisir tes extraits, toi. Ouais. Alors, les sirènes sont-elles toujours de simples greluches innocentes cherchant à se faire aimer? Ben, souvent, oui. Néanmoins, gardons en mémoire les origines mythologiques des sirènes. Ce sont avant tout des mangeuses d'hommes qui se refusaient à la sexualité et à l'amour. Et des versions qui donnent un coup de pompe dans le derche à ce cliché, il y en a plein! Par exemple, on peut faire beaucoup de reproches à Pirates des Caraïbes 4, notamment d'être un mauvais film, mais au moins il a su remettre en avant l'idée des sirènes dangereuses, plutôt que des greluches qui tombent amoureuses au moindre regard et ok, ce film est définitivement nul. Cependant, le côté prédateur a su revenir en force depuis quelques années. Par exemple, les sirènes de Vampire Diaries sont presque totalement humaines, en dehors du fait qu'elles ont besoin de manger des humains pour conserver leur jeunesse. Ou alors Princesse Mais Pas Trop, qui est une série de romans détournant les contes de fées. Dans le tome 2, la princesse Lyria, une sirène, après avoir été rejetée par son prince, a tout simplement pété un boulon. Elle a massacré toute sa famille et s'en prend à tous les bateaux qui croisent son chemin. Et je parle même pas des créatures de Bluebell's Wood ou de Siren qui sont des prédatrices naturelles, avec lesquelles vous n'avez pas du tout envie d'aller nager. Mais à part nous séduire, est-ce qu'elles sont vraiment capables de nous faire quelque chose? En dehors de leur fameux chant plein de miel et de fiel, c'est vrai qu'on attribue assez rarement de vrais pouvoirs aux sirènes. Exception faite de leur capacité à nager à de grandes profondeurs sans subir les affres de la pression, ou de pouvoir respirer sous l'eau. On peut donc confronter deux types de pouvoirs de sirènes, les réalistes et les magiques. Au niveau magique, on attribue quelquefois aux sirènes des capacités curatives. C'est le cas pour les sirènes de Brindille, la créature de Shape of Water, et théoriquement, c'est aussi le cas pour la petite sirène de 2018. Mais je serai un peu plus mitigé là-dessus. Et pourquoi ça? Eh bien, dans cette daube, nous avons une gamine qui a des problèmes de poumons. Et on passe toute l'histoire à courir après le fameux remède de sirène, censé la guérir. Et quand la gamine y a enfin droit, c'est même pas définitif! Littéralement, le remède de sirène a autant d'effets que le sirop qu'on refilait à la gosse à chaque crise. Niveau efficacité, j'ai quelques doutes. On a aussi parfois un talent d'hydrokinésie, la faculté de contrôler l'eau, dont la puissance varie en fonction des individus, les plus puissants pouvant carrément provoquer de véritables tempêtes. Et comme je l'ai déjà précisé, on a par moments des capacités télépathiques, comme c'est le cas des Undine de Primal, ou tout simplement des sirènes de Vampire Diaries. Cette télépathie est d'ailleurs très utile pour la créature de Supernatural, puisqu'elle lui permet de dissimuler sa véritable apparence pour revêtir celle qui nous mettrait le plus en confiance. Et le seul moyen de trahir les sirènes dans cet univers, c'est de les faire passer devant un miroir. Pareil pour Abe Sapiens, dont les capacités extrasensorielles sont son plus grand atout. Enchanté, je me nomme... Agent John T. Myers, Kansas City, 76, T pour Thaddeus, le frère aîné de votre mère. Une cicatrice sur le menton à 10 ans. Vous vous demandez toujours si elle finira par disparaître. Et les sirènes bénéficient généralement d'une longévité bien plus grande que de simples humains. Pour ce qui est des pouvoirs réalistes, entendez par là des facultés qui existent déjà dans le règne animal aquatique, on a la capacité de régénérer des membres perdus, la résistance à la pression océanique ou aux températures glaciales, ce qui du coup inclut souvent une force phénoménale, de la salive anesthésiante, une forme de bioluminescence, ou une capacité à produire son propre sonar. Mais mon petit favori, ça reste quand même les larmes hallucinogènes de The Wake, qui peuvent être projetées comme du venin, histoire de pousser les victimes à ne plus se rendre compte de la menace. Même si j'avoue que ce qui m'a le plus surpris, c'est la capacité à cracher de l'encre. T'es quand même passé à côté des pouvoirs de la sirène du lac des âmes perdues. Alors ouais, mais non. Parce que techniquement dans ce film, malgré le fait que la narration la considère effectivement comme une sirène, c'est l'âme d'une suicidée qui revient tourmenter les hommes. Et oui, elle est capable de provoquer des inondations où bon lui chambre et de se téléporter pratiquement partout où il y a de l'eau. Mais le truc c'est qu'elle est davantage un spectre qu'une vraie créature aquatique. Donc non, je peux pas l'inclure dans l'eau. Ça commence un peu à m'inquiéter, moi. Si elles ont autant de capacité, il y a des moyens de s'en défendre?
pour ce qui est des points faibles d'une sirène, eh ben ça va être du cas par cas. Puisque la plupart du temps, elles sont tout aussi sensibles aux blessures que les humains normaux. Vous prenez un flingue, vous tirez une balle et c'est bon, vous êtes tranquille. À condition de réussir à la toucher, évidemment. Mais pour le coup, un humain normal, c'est pareil. Mais il arrive effectivement que certaines sirènes soient totalement immortelles, et uniquement sensibles à quelques rares points faibles. On peut apporter le cas de la sensibilité à la chaleur ou à la lumière, ou à des artefacts magiques ou religieux. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas vraiment de faiblesse cliché à proprement parler. Mais du coup, les origines des sirènes, elles sont de nature plutôt réaliste ou magique? Eh bien, tout simplement, ça dépend de l'univers. La plupart du temps, les origines véritables des sirènes ne seront jamais abordées. Elles sont là et point barre, sauf quelques exceptions. Par exemple, les sirènes de Vampire Diaries sont des télépathes qui ont souhaité obtenir l'immortalité et la jeunesse, et qui en échange doivent offrir des âmes à l'équivalent du diable. Je suis pas fan de Vampire Diaries, donc je peux pas vous donner plus de précisions. D'ailleurs, l'idée des humaines devenant sirènes, ce n'est pas rare non plus. On avait le cas dans Divano, où les sirènes capturent des jeunes femmes perdues en mer, les dévorent en partie, avant de leur greffer une queue de poisson avec un rituel qui mêle alchimie et chirurgie. Vu que les sirènes ne peuvent pas se reproduire, elles trouvent un autre moyen. Ou à l'inverse, ce peut tout simplement être l'effet d'une malédiction, comme pour le cas de la sirène de Kirakas, où l'océan propose un marché aux jeunes femmes sur le point de se noyer, devenir des sirènes et lui offrir des âmes pendant un siècle. Et oh putain ce plagiat! Rejoins mon équipage sur l'heure et remets à plus tard ton jugement dernier. Pour les 100 ans à venir, je te propose un poste. Pirates des Caraïbes 2 est sorti en 2006. La sirène de Kirakas est sortie en 2009. Ça c'est juste un peu vu le plagiat là! Ou encore, on a aussi des origines de type fantasy absolue à la Monstress. C'est-à-dire? Oula, oh. Résumer Monstress dans une vidéo qui ne l'est pas intégralement dédiée, ça va être assez dur. Donc, pour faire simple, dans le monde de Monstress, on a les anciens, des animaux anthropomorphes et immortels, et des humains. Quand les deux ont des enfants ensemble, ça donne des arcaniques, plus ou moins liés physiquement à l'apparence de leur ancêtre animal. Et dans ce monde, les sirènes sont des arcaniques. Et en dernier, on a les fameuses explications scientifiques sur l'idée d'une espèce à part qui se serait développée en parallèle de l'humanité. Ou encore la dernière possibilité, que pour le coup je n'ai trouvé qu'une seule fois pendant mes recherches, le cas de la création par l'homme dans Mermaid Project, où l'idée est justement de combiner génétique et chirurgie afin de permettre à des humains de s'adapter à un environnement marin. Et voilà! J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le mythe des sirènes. Je m'en vais donc vous laisser et vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. Et si jamais une jolie fille se met à chanter en vous regardant d'un air gourmand, un conseil, bouchez-vous les oreilles, on sait jamais. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalis.